Buenas tardes, todas y todos. Yo quiero comenzar Bonjour pidiendo mis à disculpas toutes. a los franceses. Yo voy a hablar en español. Si bien yo tuve Je voudrais m'excuser auprès des Français parce que je vais m'exprimer París por en corto tiempo cuando espagnol. estaba haciendo mis estudios de doctorado. Moi, Me j'ai siento un poco vécu más à seguro de Paris hablar en pendant español, une période sin courte de despidos temps, de pendant mes études, idiomas, mais je ne utilizar voudrais pas la donc lengua. m'exprimer en français, je vais le faire Quería en también espagnol. comenzar agradeciendo Et je a voudrais, las pour personas de commencer, Eric Sabourin et de Martine Guibert remercier por la Martine invitación. Hiver et Perdón. pour l'invitation qu'ils m'ont donc Por la envoyée, invitación pour a m'avoir tomar parte invité à en este participer coloquio. à ces colloques. Es un honor muy grande hacer C'est tout esta un honneur conferencia pour moi y poder le compartir fait de algunas pouvoir ideas con participer ustedes. dans cette conférence El tema que et vous me han présenter ces propuesto sujets. es Le hablar thème qu'on m'a de los proposé d'aborder territorios rurales en un mundo est le urbanizado suivant. y globalizado. Dans les territoires Es un tema difícil ruraux, porque, dans como un todos monde saben, hay urbanisé una et gran globalisé. C'est heterogeneidad très en difficile parce América qu'en fait, Latina l'Amérique y por lo latine tanto est un territoire siempre hay hétérogène. el riesgo de Et cometer surtout, il y a cierta toujours le generalización risque que no cabe en de ciertos contextos effectivement específicos. simplifier les Lo que voy a choses. tratar de hacer Mais moi, es de mon poner côté, algunas je ideas vais más essayer generales, de présenter un des poco para idées continuar el debate que générales. comenzó con la mesa de Et je voudrais donc y avanzar algunos temas que después justement creo reprendre un muchos peu de les mis sujets colegas déjà lo pueden abordés lors de profundizar, la séance d'ouverture inclusive et con más approfondir propiedad que yo. plusieurs domaines, si vous El permettez. punto de partida, Comme a point de partir del départ, cual yo he organizado la presentación, j'ai pris donc es pour la idea de présenter que para mon pensar propos este est le conflicto suivant. Comme point de de los territorios départ, rurales en un mundo urbanizado y pour globalizado, penser les hay que territoires pensarlo ruraux en una dans un monde perspectiva de urbanisé et largo plazo. globalisé, il faut donc Si bien adopter a lo largo del siglo une XX approche à long tuvimos terme. grandes Tout au long du transiciones, grandes XXe cambios, siècle, on a los vécu grandes des cambios grands fue changements et un exactamente des el grands pasaje changements de était sociedades justement ce agrarias para passage un de mundo sociétés industrializado. agricoles à des Hoy sociétés estamos industrialisées. ya acostumbrados a pensar y Et hablar aujourd'hui, on est déjà habitué à penser, à parler en termes de sociétés post-industrielles. Donc, dans ces contextes de passage, des grands changements, on a vécu aussi un changement de paradigme pour ce qui concerne la perception des territoires ruraux. À partir de la fin du XXe siècle, donc, on a changé cette perception, cette vision comme territoire de production d'alimentation, d'aliments, exclusivement donc comme producteur d'aliments. Et on a donc embrassé cette approche de multifonction. Effectivement, il faut donc penser ces territoires comme producteurs donc d'aliments, d'énergie aussi, comme lieu de patrimoine culturel, etc. Il y a plusieurs fonctions pour la société. Mais ici, il y a une question qui se pose. Il y a un changement de sens associé aux territoires ruraux. Il y a donc ces dimensions culturelles, sociales, etc. Mais on se situe de cette façon dans une transition vers un modèle qu'on pourrait qualifier de développement durable pour les territoires ruraux. Il y a une idée que je voudrais donc vous transmettre pour la débattre, qui est la suivante. Je pense que plus qu'un passage vers la durabilité, c'est donc un passage vers une époque de paradoxe. Moi, je vais faire référence au paradoxe, justement, parce que je pense que ça exprime mieux les ambiguïtés et la situation dans laquelle on vit en ce moment. C'est un processus donc de changement qui sont très lents, des processus donc qui sont très marqués par ambiguïté, par contradiction, et on ne sait pas très bien comment tout cela va finir. Et donc, pour pouvoir gérer tous ces processus de changement vers donc un but qui s'approche à la durabilité, il est nécessaire de réfléchir à ce qu'on veut faire avec nos territoires ruraux en général et avec les territoires ruraux de l'Amérique latine en particulier. Pour aborder donc ces sujets, ma présentation s'organise et se structure en 3 points. D'abord, donc, je voudrais donc mettre l'accent sur cette idée d'une ère, une époque de paradoxe et comment donc orienter ces changements vers une direction qui s'approche de la durabilité, du développement durable. Après, je voudrais aborder la situation des territoires ruraux, et en particulier les territoires ruraux en Amérique latine. Et pour finir, je voudrais faire une réflexion plus ou moins brève pour ce qui concerne l'agenda de développement 2030 et les objectifs de développement durable.
parce que j'entends qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité qui se présente pour débattre et réfléchir des conditions qui peuvent donc être mises au service de cet avancement vers le développement durable. On peut commencer donc, si vous voulez bien. Et je pense qu'on peut dire qu'on vit une période particulière, spéciale dans l'histoire de l'humanité, parce que jamais on a vécu un bien-être de ce niveau. Effectivement, jamais avant, si est-ce qu'on peut s'exprimer ainsi, effectivement, jamais avant, on a eu un chiffre, pour ainsi dire, aussi bas de personnes en situation de pauvreté. Et non plus donc avant, il y a eu un accès à l'éducation aussi grand à niveau donc international. Et aussi pour ce qui est donc de l'espérance de vie, jamais celle-ci n'a été aussi importante. Voici des constats. Mais en même temps, jamais avant, on a vécu des situations avec de si grands risques. Effectivement, là, on peut voir les inégalités. Les inégalités selon plusieurs approches entre pays et au sein de plusieurs pays, etc. Les inégalités, c'est un des concepts les plus importants du XXIe siècle. Et aussi, il y a le sujet du changement climatique. Il y a des efforts qui se déploient, mais malgré tous les efforts et toute cette transition et changement, il y a donc ces émissions de gaz d'effet justement nocifs, les changements climatiques. Ce sont des éléments fondamentaux qui déterminent les sociétés humaines. Pour ce qui est des sujets agroalimentaires, la situation n'est pas très différente. Vous pouvez voir à gauche une situation de diminution, de réduction de la famine, pratiquement partout dans le monde. Mais en même temps, quand vous voyez à droite, nous voyons donc une malnutrition qui est de plus en plus importante. Aussi, il faut ajouter un autre versant. Pour première fois en plusieurs années, on peut voir aussi que les résultats sont... il y a donc une marche en arrière, pour ainsi dire, dans des progressions des acquis qu'on avait obtenus. La situation donc empire depuis quelques années. Et en dernier lieu, on peut dire que dans l'agriculture, il y a aussi des paradoxes. Il y a une augmentation de l'agriculture biologique, une augmentation très marquée, mais il y a aussi donc les gaz effectivement nocifs qui sont associés au transport, aux distributions, etc. des aliments. Donc, on peut dire qu'il y a nous vécons des temps qui sont marqués par ces paradoxes. Et quelque chose qui peut expliquer cette différence entre les bénéfices et les risques, ce serait la suivante. Il y a des séparations, pour ainsi dire, des fossés entre les lignes de progression de bien-être et des progressions aux améliorations économiques. Il y a donc cet espace entre ces deux progressions, ces deux lignes, qui nous donne un espace pour agir de façon qu'on puisse transformer ces avantages et tendances positives et en faire donc des sociétés plus durables. C'est-à-dire qu'on a les conditions matérielles pour agir et pour améliorer notre bien-être et donc il faudrait donc pouvoir les utiliser de meilleure façon. Pour ce qui est de l'avenir, l'importance des territoires ruraux. Donc, au contraire de ce qu'on pensait il y a 20 ou 30 ans, les territoires ruraux vont être de plus en plus importants et non pas de moins en moins importants dans un monde urbanisé et globalisé. Il y a des rapports des Nations Unies qui nous indiquent qu'en 2030, qui est cette date butoir de l'Agence de développement durable, on va donc avoir encore 1% de la population du monde qui habitera des territoires ruraux. Effectivement, pour la première fois, les sociétés sont plus urbaines que rurales. Mais effectivement, dans le XXIe siècle, on peut voir qu'il y a 4 personnes sur 10 qui habitent dans des territoires ruraux. En plus, il faut tenir compte des personnes qui vont habiter dans des petites villes qui ont des caractéristiques plutôt de territoires ruraux. Il y aura donc 2 personnes sur 3 qui vont donc habiter dans ce type de structures. C'est-à-dire que les territoires ruraux sont très importants d'un point de vue démographique et géographique et aussi effectivement environnemental, parce que c'est surtout dans les territoires ruraux
d'Amérique latine, d'Afrique et en partie d'Asie, où se trouvent les zones avec plus de forêts, justement. Et ceci est particulièrement important pour ce qui est du changement climatique. Et ce sont donc des territoires, comme vous pouvez voir, qui sont le territoire qui souffre plus de la déforestation. Il faut donc soigner cette ressource naturelle des forêts. Et je voulais juste donc souligner cette idée. Nous avons toute donc une série de possibilités pour atteindre le développement durable, mais en même temps, nous sommes entourés de risques donc pour mener à mal nos ressources naturelles et ne pas atteindre cette société qu'on veut construire. Parce qu'il n'est pas possible d'atteindre des sociétés soutenables, durables, sans donc tenir compte de ces ressources naturelles. Et comme ça, je peux donc passer à aborder la situation des territoires ruraux en Amérique latine et en particulier, je voudrais aborder un sujet qui me paraît fondamental, à savoir le sujet donc abordé par la CEPAL comme les styles de développement de l'Amérique latine. Effectivement, ces styles de développement dans les pays de l'Amérique latine. Et je voudrais donc, comme point de départ, prendre une idée connue, à savoir l'idée de l'importance du secteur agricole, une importance qui serait en train de diminuer. Voici donc une image très connue. L'idée, c'est que la plupart des 15 ou 20 pays les plus avancés se situeraient donc dans la partie la plus basse. C'est-à-dire qu'il y aurait une corrélation directe entre une dépendance moindre de l'agriculture et une complexité du développement technologique et aussi de la capacité de générer des ressources dans les pays développés. Et si on se focalise spécifiquement dans l'Amérique latine, dans la situation des pays de l'Amérique latine, voici donc une image. On voit la corrélation directe entre une dépendance plus grande de l'agriculture et aussi un niveau de ressources plus basse. C'est-à-dire qu'il y a donc une dépendance du secteur agricole et on peut donc attendre des niveaux plus élevés, justement, de ressources. Quelle serait donc la situation des territoires ruraux en Amérique latine aujourd'hui? Il y a une première idée qu'il faut souligner, à mon avis. On est en train de parler des pays dans lesquels l'agriculture est très importante, mais l'importance de l'agriculture dans ces pays est une importance limitée en fin de compte. Vous pouvez voir ici, comme en général, la contribution spécifique de l'agriculture au PIB est autour du 5 ou 6%, est en train de diminuer. Mais il y a aussi donc un effet multiplicateur dans les transformations. Cet effet multiplicateur peut donc atteindre justement 7 fois, effectivement, septupliquer. Mais ce chiffre ne va pas aller au-delà de 30 à peu près. Donc on parle de pays qui dépendent d'une certaine façon de l'agriculture, mais l'agriculture a justement cette limite, effectivement, pour ce qui est de l'apport au développement des pays. Et qu'est-ce qu'on peut penser vis-à-vis de l'avenir? Donc, voici des données qui concernent le Brésil. On peut voir sur les plans qu'il y a effectivement une progression des zones occupées par l'agriculture. Donc le territoire effectivement de France est effectivement 2 fois le territoire de France et le territoire qui au Brésil est destiné à donc les forêts. Mais en même temps donc s'il y a une instabilité effectivement des ressources, on peut voir donc qu'il y a les prix qui sont instables. Il faut donc produire de plus en plus. Il faut donc faire qu'il y ait de plus en plus de territoires destinés à l'agriculture pour maintenir les niveaux des ressources.
Et c'est effectivement quelque chose de catastrophique, effectivement, pour ce qui est des ressources de l'usage du territoire. Il s'agit ici d'une question donc fondamentale qui est au cœur, effectivement, du modèle de développement. C'est justement très dangereux, cette dépendance exclusive de l'agriculture. Voyons maintenant, effectivement, donc, les ressources des familles. On peut voir ici le pourcentage des foyers des territoires ruraux qui dépendent exclusivement de l'agriculture. On peut voir que, justement, la moitié des foyers des territoires ruraux dépendent de l'agriculture. Effectivement, il y a des familles qui comptent déjà avec des stratégies de diversification. Parce qu'en s'évaluant seulement sur l'agriculture, c'est très difficile donc d'arriver à survivre. Il y a cette diversification déjà mise en place. Aussi, il y a une tendance de diminution, de réduction. Donc, il n'y a pas de pays qui, malgré donc l'agriculture et toute cette transformation de terres pour l'agriculture, il n'y a pas donc justement une évolution dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a une réduction progressive. Donc, on pourrait dire que dans les pays de l'Amérique latine, on est en train de constater la même chose qui est déjà arrivée dans d'autres pays développés aujourd'hui. Justement, une transition d'une société agricole à une société industrielle. Mais ce n'est pas exactement la situation qu'on peut constater ici. Ici, on voit donc le Brésil qui est un des pays effectivement qui a donc foncé sur la voie de l'industrialisation en Amérique latine. Et on peut voir donc le poids ou la proportion sur le PIB. Et on peut donc constater que la situation est vraiment dramatique parce qu'après 30 ans d'efforts vers l'industrialisation, donc on voit, on a atteint ces pics, ces maximums dans les années 80, mais après, effectivement, il y a eu cette diminution jusqu'au point qu'aujourd'hui, on se trouve au même niveau qu'on se trouvait dans les années 40. Et l'économiste Danny Gordic, on appelle ça donc un processus de désindustrialisation précoce. Effectivement, on habite dans des sociétés de services, on pourrait dire, mais ce n'est pas ça, c'est qui arrive en Amérique latine. C'est-à-dire qu'on passe dans une société de services sans avoir complété les cycles dans les diverses étapes de l'industrialisation. Effectivement, l'effet, les répercussions de tout cela est tout à fait donc non favorable pour ce qui est donc du monde du travail. Pour ce qui est de la société, cette dimension sociale, il faut dire que ce qui nous aide, c'est qu'on a des nouveaux liens entre donc, les territoires ruraux et les villes. Nous avons donc 70% des territoires ruraux d'Amérique latine qui ont une présence très forte des centres, pour ainsi dire, intermédiaires de villes qui permettent aux personnes les déplacements, justement, au quotidien pour accéder au marché du travail. Et comme ça, on peut compenser quelque part donc la perte d'emplois dans l'industrie et aussi dans le domaine de l'agriculture. Au Brésil, et je m'excuse pour faire référence de nouveau à mon pays, on peut dire qu'autour du 80%, 75-80% de l'emploi ont été créés dans le secteur des services. On est en train de parler donc d'emplois dignes. D'après l'OIT, ben non, c'est une question, mais non, effectivement, parce qu'il y a une partie de ces secteurs de services qui se voit donc soutenus par des supports étrangers et aussi par des transferts publics qui prennent diverses formes, fonds publics, cash transfer, etc. Mais ceci est tout un problème parce qu'effectivement, il y a une situation de crise fiscale dans plusieurs pays. C'est-à-dire que, en quelque sorte, nous sommes face à une situation où on peut constater que le projet d'avenir d'avant, du passé, se sont soldés par un échec. Il y a donc l'industrialisation, il y a cet effort de passer page et laisser donc le passé agricole, mais on peut voir donc qu'il y a ces efforts au Brésil qui ont cet effet. La situation est celle que je vous ai montrée. Effectivement, il y a après donc des avantages comparatifs pour ce qui est d'exportation de produits primaires, mais il y a aussi donc la réduction progressive de cette participation à l'agriculture.
et cette réduction aussi de la participation à l'emploi. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, nous sommes une sorte de monde post-industriel, mais nous, on n'expérimente pas donc cette transition dans toutes ces étapes, effectivement. Et ceci donc a relation aussi avec l'histoire économique dans le monde contemporain. Mais malgré tout cela, on parle donc des pays, des territoires que dans ces débuts du XXIe siècle, ce sont des pays qui comptent avec des territoires ruraux importants et aussi donc avec un emploi rural important. Nous voyons donc plusieurs graphiques en Amérique latine qui nous indiquent que la population des territoires ruraux reste très importante. Il y a la quantité aussi de personnes qui vivent de l'activité agricole et c'est une quantité importante aussi. Donc, il est important de réfléchir à quel sera l'avenir qu'on peut proposer à ces personnes. Les pays d'Amérique latine peuvent peut-être sauter des étapes si on tient compte donc des pays qui ont déjà atteint des niveaux de bien-être supérieurs, des situations donc d'urbanisation, etc. Quelle serait la voie de développement d'avenir pour ces territoires ruraux de l'Amérique latine? Et je pense aussi qu'il y a donc quelque chose qu'il faut tenir en compte. Quel sera donc l'élément d'incentivation, l'élément d'attirance ou les moteurs pour ce développement en Amérique latine? Parce qu'effectivement, il y a une image dont il faut tenir compte. La perspective des services de l'emploi dans l'avenir nous indique qu'il y aura cette stabilisation de la population mondiale. Il y aura donc une croissance, mais après, il y aura une stabilité démographique. Mais cette stabilité ne sera pas homogène. Il y a Europe, Amérique latine, etc. vivront peut-être une stabilité démographique, mais on peut voir aussi donc cette explosion démographique en Afrique. Et après, donc, la ligne rouge en Asie. C'est-à-dire qu'il y aura un monde, fondamentalement, du point de vue démographique, très asiatique et très africain. Que signifie tout cela pour les pays de l'Amérique latine? Donc, effectivement, c'est toute une raison pour se spécialiser dans l'exportation de produits primaires. Et vous pouvez voir ici la destination de la production de soja du Brésil. Et on peut voir que le 60% de cette production finit en Chine. Et à droite, on peut voir les investissements en infrastructures en Amérique latine. C'est-à-dire qu'on peut voir donc que cette présence internationale des pays, il y a ce renforcement de l'exportation des matières premières, que comme on a dit, ce n'est pas donc très favorable pour l'économie, pour les ressources et pour l'emploi. Et pour compléter ce tableau, on va parler des perspectives des prix sur les marchés internationaux pour le soja et pour d'autres produits de base. C'est-à-dire, après une période d'augmentation dans les années 2000, aujourd'hui, nous sommes face à une stabilisation ou une tendance à la baisse sur les marchés internationaux. Et par ailleurs, voilà les prix de la terre dans une zone agricole, une région agricole. Et les prix de la terre augmentent, c'est-à-dire des coûts de plus en plus hauts, un processus de sélectivité parmi les agriculteurs qui augmente la sélection, si l'on veut. Et donc des moindres marges, compétitivité, sélectivité et exclusion des agriculteurs les plus petits. Donc nous sommes, pour ainsi dire, dans le pire des mondes. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons beaucoup d'encouragement à la spécialisation sur le marché des produits de base, mais face à des problèmes de territoire. Nous avons une population rurale stable, relativement, mais qui n'a pas de perspective de travail décent dans l'agriculture. Le secteur du commerce et des services, et la participation est de plus en plus grande, mais dépend des entreprises publiques et des fonds de l'étranger. Et il y a aussi des encouragements à l'achat des terres dans la région de la part des groupes internationaux.
Et c'est un sujet que nous allons évoquer tout à l'heure. Et le résultat, on est la spéculation immobilière et la perte d'autonomie sur des ressources qui sont stratégiques pour nos pays. Voilà la situation où se trouve l'Amérique latine en ce moment. Conséquences, d'abord, des conflits sociaux et environnementaux. Nous voyons ici 917 conflits, surtout dans les régions rurales en Amérique latine. Et des affrontements pour des ressources qui se traduisent dans des violences contre les populations les plus fragiles. Ici, la pauvreté rurale. Nous voyons les indices de pauvreté rurale qui sont très hauts. 40% environ de la population rurale en Amérique latine se trouve en situation de pauvreté. Et pendant les années les plus récentes, nous avons vu que ces niveaux ont augmenté. Et ils sont plus forts dans les communautés traditionnelles et les communautés indigènes. 8 sur 10 habitants appartenant à ces communautés se trouvent dans des situations de pauvreté. 6 sur 10 au Brésil. La situation est donc plus dramatique pour ces communautés traditionnelles et ces populations indigènes. Il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'innovations pendant les années les plus récentes. J'ai des collègues qui ont préparé un livre où ils démontrent cette tendance. Nous avons vu beaucoup d'innovations politiques avec des bons résultats, certes, mais ces innovations ne sont pas suffisantes pour inverser les mauvais indicateurs de la région. Vous voyez ici à gauche le nombre ou la superficie de production certifiée. Vous pouvez observer qu'il y a une tendance croissante en Europe et dans d'autres régions, où vous le voyez en bas, où vous voyez l'Amérique latine. Cette progression des certifications des produits est très lente. Et nous pouvons observer la même chose sur la carte. Là, on voit qu'il y a des innovations significatives, mais dont l'impact se fera sentir à long terme et qui n'est pas suffisant par rapport à la dimension du problème. Et pour résumer ce deuxième point, je dirais qu'il faut se dire que oui, qu'il y a eu des avances, certes. La décennie passée, il faut l'apprécier, il faut en tirer les apprentissages, mais l'effet a été limité face aux problèmes que nous trouvons. Il y a aussi tout un tas de petites innovations fragmentées, isolées, dans un contexte local qui pourrait devenir la base pour un nouveau modèle. Mais il faut pour cela qu'il soit appuyé d'une façon plus solide. Et comme je vous disais, il s'agit des expériences qui sont insuffisantes par rapport aux défis de la situation actuelle et par rapport aux formes actuelles des rapports entre la société et la nature. Il faut donc de nouveaux modèles d'organisation sociale, d'où la question par rapport à l'agenda 2030. C'est un discours, certes, qui peut faire allusion à ce genre de transition. Oui, je dirais qu'en effet, c'est une possibilité, mais possibilité qui peut être concrète seulement si nous pouvons répondre à 3 critiques. Je parle de Robert Constanza, qui est un des experts les plus éminents dans ce contexte. L'agenda 2030 représente sans aucun doute une invitation à combiner l'utilisation des ressources naturelles et les exigences de bien-être humain. Mais
Il reste 3 problèmes à résoudre, 3 problèmes toujours ouverts pour l'application de cet agenda 2030. D'abord, il est fréquent que des organisations et que des personnes qui travaillent dans des associations à cet agenda 2030 parlent de ces objectifs, mais de façon isolée. Et il est important de mettre l'accent sur l'interdépendance de différents objectifs parce qu'il est très difficile d'atteindre un objectif ou un autre sans mettre l'accent justement sur les points communs et l'interdépendance entre. Ça, c'est le premier aspect, le premier problème. Ce besoin donc d'une approche plus large. Deuxième question, nous n'avons pas de stratégie de transition ou de théorie de changement, une stratégie d'ensemble. Nous avons des stratégies sectorielles par sujet, par problème, mais il faudrait envisager tout cela de façon plus générale. Et troisièmement, comme nous savons, les contributions déterminées à l'échelle nationale ne suffisent pas pour atteindre les objectifs globaux. Nous marchons vers une situation qui n'est pas l'idéal. Et même en étant modeste avec les objectifs, nous n'allons pas les atteindre si nous maintenons le niveau d'engagement actuel. Je voudrais j'ai voulu montrer que nous traversons des processus de transformation rurale. Mais certes, ils sont importants, mais ils ne vont pas dans le sens ou dans la direction de l'agenda 2030. Tous ces processus de transformation que nous vivons ouvrent des possibilités. Et si nous arrivons à bien les gérer, elles peuvent nous conduire par le bon chemin. Parmi ces opportunités qui s'ouvrent, nous pouvons citer d'abord le changement climatique. C'est un problème, bien sûr, mais ce changement climatique donne aussi la possibilité d'atteindre un secteur important de la population qui auparavant n'était pas préoccupé par ces sujets. Deuxièmement, nous sommes dans une situation où l'on donne de plus en plus de valeur aux zones rurales grâce au changement climatique et ce genre de sujets. 3. On a de nouveaux liens avec les zones rurales et urbaines. 4. Nous avons la technologie qui permet d'utiliser les ressources naturelles avec d'autres objectifs par rapport au siècle dernier. Et en dernier lieu, nous avons de nouvelles habitudes de consommation qui peuvent être propices pour cette transformation. Mais pour cela, il faudrait aborder un ensemble de sujets qui sont clés pour contribuer à cette transition et je vais mentionner 5 qui sont, à mon avis, importants. Ce ne sont pas les seuls sujets, mais c'est les 5 les plus importants. D'abord, les systèmes alimentaires. Et je conclurai ma présentation avec ces 5 points. Tout d'abord, les systèmes agroalimentaires. Je pense que parmi la communauté d'experts, on est un peu polarisé parmi 2 perspectives. Les changements de l'organisation de la grande industrie agroalimentaire, surtout, et un autre pôle qui se centre surtout en dehors des systèmes, disons, les plus traditionnels. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cette dualité. Il faut envisager des changements dans tous les types d'agriculture, dans toutes les façons de produire dans l'agriculture. On ne peut pas se contenter des 2 modèles d'agriculture, la traditionnelle, qui va continuer de produire comme d'habitude, et l'agriculture bio, organique,
qui vise la durabilité. Je pense que nous pouvons cohabiter avec ces deux formes sociales de production dans l'agriculture, mais ces deux formes sociales, c'est-à-dire l'agriculture industrielle et la petite agriculture, doivent avoir plus de points de coïncidence, surtout pour l'utilisation des ressources naturelles. Et il y a beaucoup à faire si l'on arrive à sortir de cette dualité. Ça serait le premier sujet. Deuxièmement, il faut avancer dans les nouvelles façons d'utiliser les ressources naturelles. Contribution des territoires ruraux. Aujourd'hui, cette contribution va au-delà de la production d'aliments, au-delà de l'agriculture. Il faut aller de l'avant et développer la biodiversité, avancer dans les énergies durables, dans le développement d'écosystèmes, avancer davantage dans une série de systèmes qui, pour le moment, sont mis de côté. Nous nous centrons surtout sur les sujets agricoles et de production. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais je dis que cela ne suffit pas pour parvenir à la transition dont on a besoin pour les décennies à venir, pour les nouvelles générations. Il faut aussi penser que si ces transformations sont importantes pour le secteur privé, qui est un acteur nécessaire, l'industrie prend de plus en plus des méthodologies, disons, favorables à l'environnement. Bien, c'est un processus important et qui va continuer grâce aux innovations technologiques. Il est important de penser également au rôle de l'État pour aider, pour accompagner ces transitions. La révolution verte, bien sûr. Il y a une forme traditionnelle de produire et la façon de produire au cours de la deuxième moitié du XXe siècle était fondamentale pour la transformation de la société. Donc, pour cela, le rôle de l'État, les technologies avec l'investigation scientifique, la recherche avec une série de points d'appui, a été très important. Et pour le moment, nous n'avons rien de semblable pour la transition. Il y a certes des expériences un peu isolées, mais rien d'ensemble. Et pour cela, l'État, les réglementations sont fondamentales. Je parle de l'État, mais je parle aussi des mouvements en faveur de l'environnement. En Amérique latine, on parle beaucoup de déforestation zéro. Mais que fait-on donc avec les zones qui doivent produire? Il faut avoir un agenda beaucoup plus complexe pour l'utilisation des ressources naturelles. Nous avons des objectifs très ambitieux, certes, mais les instruments sont trop petits, trop réduits pour atteindre ces objectifs. Bon. Troisième sujet, l'utilisation de la terre. Nous n'avons pas à résoudre cela avec des changements de technologie ou avec une nouvelle organisation économique. En Amérique latine, le sujet de la façon d'utiliser la terre et la discipline à cet égard, ces sujets sont extrêmement importants. Qui peut faire quoi et où, dans quel genre de territoire? Et je mets ce sujet sur la table parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont une tendance maintenant à la déréglementation. Non, il faut créer des instruments pour bien gérer les territoires, malgré l'hétérogénéité. Mais dans nos pays, nous sommes plutôt en train de désorganiser cette réglementation de l'utilisation de la terre et cela est un suicide. Nous
nous sommes en train de transformer en petites ressources, des ressources qui sont absolument stratégiques à long terme. Et nous devons donc aborder ce sujet qui a trait à la souveraineté pour les ressources, mais aussi a trait aux communautés traditionnelles. Quatrièmement, la diversification économique dans les zones rurales. Il faut reconnaître que l'agriculture est importante. Bien sûr que les zones rurales sont importantes, mais il faut reconnaître qu'il ne va pas être possible pendant ces siècles que tous les habitants des zones rurales puissent tirer leurs revenus à partir de l'agriculture exclusivement. Parce que nous savons bien que lorsque les conditions sont meilleures pour l'agriculture, il y a des nouvelles technologies qui accompagnent ce mouvement et donc il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc l'idéal, ça serait que les jeunes ne soient pas obligés d'émigrer pour pouvoir trouver un travail. Donc il faut penser que les jeunes membres des populations rurales puissent avoir accès à d'opportunités de travail, opportunités différentes, diversifiées, même s'ils ne veulent plus travailler dans l'agriculture. Donc, c'est l'intégration sociale des territoires agricoles. Il faut créer des opportunités. Il faut une diversification multisectorielle pour ces zones rurales. Et pour cela, il faut mieux utiliser nos instruments de planification. Et nous avons fait des expériences en Amérique latine, mais avec des effets limités. Il y a eu des programmes de développement territorial et nous oublions les centres urbains qui font partie aussi de la vie des zones rurales. Et on ne peut pas, il faut bien développer les territoires ruraux en Amérique latine, mais faire un lien entre les zones rurales et les zones urbaines, parce que ce lien est fondamental. Et je dis tout ça entre guillemets quand je parle des nouveaux centres ruraux, nouveaux en ce sens qu'ils n'ont pas été utilisés pour le développement des politiques. Et cela doit être combiné avec des sujets plus anciens, entre guillemets. Anciens, parce que je parle de multifonctionnalité, de productivité, etc., devant des collègues qui sont experts dans ces sujets. Et ce sont des sujets qui ont été un peu retirés de l'agenda, mais il faut le réintégrer, mais avec une perspective d'intégration, une perspective durable, écologique. Et en dernier lieu, dans cette diversification multisectorielle, il faut mettre l'accent dans la complémentarité, programme de protection sociale et stratégique de développement de production. Dans les 20 dernières années, en Amérique latine, nous avons connu beaucoup de programmes de protection sociale, mais qui n'ont pas eu le même succès que les programmes d'inclusion productive. Il faut conjuguer ces deux aspects. Il faut le faire de plus en plus. Nous ne pouvons pas condamner les personnes et dire qu'ils ne veulent pas travailler. Non. Ils vont avoir de moins en moins d'opportunités de travail et donc c'est nécessaire de les aider. Et il faut créer des opportunités pour eux pour qu'ils ne soient pas dépendants des transferts. Et cela, on peut bien le gérer, surtout si on le relie à des stratégies de diversification des économies. Et mon dernier point, de ces 5 sujets clés que je voulais citer, il y a les connexions sociales. Tout cela ne va pas arriver parce que les universitaires pensent qu'il faut que ça arrive, ou parce que la diplomatie travaille beaucoup d'arrache-pied, non, ou si le gouvernement le souhaite. Non. L'histoire économique nous a prouvé que pour que l'on puisse avoir des stratégies de transformation, des changements institutionnels inclusifs, il
il y a toujours fallu des coalitions sociales fortes et larges. Quand je dis coalition sociale forte et large, je parle de plusieurs acteurs. Je parle de mobiliser des capacités différentes, de mobiliser des points de vue différents, points de vue du monde différents, utilisation des ressources naturelles. Il n'y a pas de baguette magique pour résoudre une situation historique, long terme, comme celle que nous vivons. Les mouvements sociaux, les organisations paysannes, etc., sont extrêmement importantes, mais il faut penser que les gouvernements, d'un certain point de vue, agissent avec les forces sociales. Et quelles sont les forces sociales qui vont pouvoir être un élan pour ces changements dans la direction que nous souhaitons? Cela inclut les secteurs des entreprises, les mouvements sociaux, les démocraties, les gouvernements. Et pour conclure, je reviendrai au sujet initial. Et je dirais que dans un monde de plus en plus urbanisé, de plus en plus post-industriel, les territoires ruraux sont plus importants que jamais. Et il n'y a aucune chance d'avoir un avenir durable s'il n'y a pas un futur pour les territoires ruraux en général et pour les territoires ruraux latino-américains en particulier. Et ces 5 points clés que j'ai mentionnés, je les offre pour le débat. Mais de mon point de vue, après avoir étudié ces sujets, après avoir conseillé des mouvements sociaux, moi, je ne vois pas que ces 5 sujets clés soient présents dans les politiques actuelles, les transitions. Et pour cela, je vous dis, il ne s'agit pas de chercher des baguettes magiques. Non, on parle des transitions longues, à long terme, et un processus de construction sociale très complexe qui requiert des coopérations. Et cela est urgent. Et chacun a son point de vue, son organisation, son expérience. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose, surtout faire quelque chose de plus dans ces sens pour pouvoir nous situer sur ces chemins. Merci beaucoup pour votre attention et je suis désolée de vous avoir torturé avec mon accent en espagnol, dit l'orateur. Je ne sais pas comment nous allons procéder. Je reste ici à ma place. Silvia, así. Sí. Merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Vous avez dépeint la situation avec une extrême clarté. Je voudrais vous poser une question sur ce que vous pensez au sujet de la lutte contre la désertification dans cette région. La désertification, vous l'avez bien dit, comment si c'était une solution, une possibilité de solution.
sì, agora. Il tema della desertificazione. La désertification, c'est un sujet de grande importance pour de nombreuses régions. Mais je dirais que pour beaucoup de territoires, c'est une condition de base pour, disons, pouvoir affronter ce problème de la désertification. Par exemple, au Brésil, il y a des zones semi-arides, où il y a plusieurs territoires qui ont des problèmes de diversification, ou de désertification, pardon, parce que cela épuise la base des ressources naturelles dont dépendent les populations. Mais tout cela, il faut le envisager conjointement avec d'autres sujets. Ça dépend aussi de l'échelle qu'on utilise. Pour certaines questions, il faut savoir si on parle d'un pays ou si on parle simplement d'une région sud-américaine, ou s'il faut conjuguer cela avec d'autres thématiques. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous parlez d'une dualité et on parlait tout à l'heure d'une large coalition, et dans cette coalition large, comment gérer cette tension et d'autres tensions sur la Terre? Par exemple, le rôle de l'État et ce que vous avez signalé vous-même, d'autres forces conservatrices ou la petite agriculture, l'agriculture biologique, organique. Qui pourrait être le leader de cette coalition dans nos pays? Merci. Bien, par rapport à ces sujets, je pense que cette idée de coalition, c'est un peu une façon d'éviter justement les dualismes. Un peu, c'est une auto-évaluation. Avant d'être donc professeur universitaire, moi j'ai travaillé avec des mouvements sociaux. Et dans les mouvements sociaux et dans l'agriculture donc familiale, justement, donc c'est un peu la même chose pour cette représentation empresariale. Quand je faisais donc une recherche il y a à peu près une année, moi j'étais réunie avec plusieurs leaders de l'entreprise au Brésil, et un parmi eux m'a dit « ce sujet de la déforestation zéro, si on le pense bien, ça peut m'être favorable parce que j'ai déjà une certaine structure. Effectivement, si on conserve les forêts, effectivement, mes terres vont avoir plus de valeur. Mais il y a aussi les mouvements de défense de l'environnement. Et moi, je pense plutôt que ce sont mes terres, c'est mes droits, et je ne souhaite pas donc obéir ou donc épauler ces mouvements en faveur du environnement. Effectivement, il y a donc cette reconnaissance logique, rationnelle du monde de l'entreprise qui se dit que pourrait avoir des bénéfices par le biais de la déforestation zéro. Effectivement, donc, il y a plutôt donc cette vision de le résultat d'un processus historique. Il y a donc ces forces sociales qui se sont renforcées. Mais c'est un débat, celui-ci, qui est très politique. Et c'est comme ça qu'on construit les transitions. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais on peut analyser le passé. Ce que le passé nous dit, c'est que à chaque fois qu'on a des processus de transition inclusive, des changements donc structurels, des structures inclusives, ces types de changements sont débordés par des coalitions plus larges. Par exemple, donc, il y a effectivement tout un ensemble d'auteurs qui vont examiner le processus de transformation à long terme.
effectivement affirme donc que c'est une idée valable. Donc, je n'ai pas la réponse sur celui qui va être le leader de ces processus. Effectivement, ça peut être des organisations, des personnes, des mouvements sociaux, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est nécessaire mobiliser cette diversité. Et si on pense aujourd'hui à l'agriculture, donc d'entreprises à grande échelle, donc on peut voir qu'il y a une partie des entreprises qui est intéressée pour des raisons purement économiques ou parce qu'ils ont des inquiétudes vis-à-vis du changement climatique ou aussi parce qu'il y en a qui ont bien compris effectivement qu'ils ont intérêt à donc épauler ces changements. Il y a un leader de l'entreprise, du monde de l'entreprise qui nous disait qu'effectivement, il faut épauler ces changements parce que dans l'avenir, ça va être impossible que je continue à produire de la même façon que je fais à présent, puisqu'il y aura donc une augmentation de prix, il y aura des changements dont il faudrait tenir compte. Donc, effectivement, ce sont des éléments qu'il faut donc tenir présent à l'esprit pour cette stratégie de changement. Et je pense qu'il faut tenir compte de ces contradictions internes dans ces processus. De la même façon qu'on en parle d'agriculture de famille, on est en train de parler d'une situation très hétérogène. Il y a des populations traditionnelles, ceux qui sont en dehors des marchés, et il y a aussi tout un secteur de l'agriculture de famille qui, par manque d'alternatives, va reproduire les mêmes formes, les mêmes donc modalités de travail que l'agriculture d'un autre type. On ne peut pas donc tomber dans cette dualité interne, justement. Ceux qui donc travaillent avec deux marchés, mais qui reproduisent les modalités de production d'autres entités effectivement plus grandes. Il faut donc tenir compte de cette complexité. Et comme réponse à votre question, je dois avouer que je n'ai pas donc d'idée sur le chemin qu'il faudrait prendre. Je peux donc analyser le passé, mais c'est difficile d'y voir clair pour ce qui est de l'avenir. Tout d'abord, Carlos Kenia, vice-président de l'Institut des Amériques. Je voudrais vous féliciter parce que vous nous avez présenté une image d'ensemble très claire, très complète. Il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait donc débattre, mais je voudrais donc aussi dans le même sens que le dernier orateur, cette dernier donc axe, l'axe des coalitions. Il faudrait donc approfondir cet aspect. Il y a le problème des coalitions des acteurs et des institutions. Je l'aurais présenté de cette façon parce que je pense que c'est là qu'il faudrait encore préciser davantage les choses en termes d'économie politique. Quelles sont les forces qui favorisent et les forces donc qui restent en intensité? Et pour ce qui est des thématiques, il y a la thématique des ressources naturelles qu'on a donc évoquée ici. Il y a aussi les réactions du monde de l'entreprise. Pour ce qui est qu'est-ce qui se passe avec cette réaction environnementale qui peut avoir des répercussions, des conséquences sur les modalités de production. Mais il y a cette problématique, cette thématique sur laquelle je voudrais poser une question. C'est donc la problématique de l'emploi qui a un caractère transversal. Il n'y a pas beaucoup d'emplois dans l'agriculture, pas dans l'industrie, il y en a beaucoup dans les services. Alors, quels acteurs pourrait-on mobiliser dans ce sens? Il y a donc une partie des secteurs de l'entreprise, mais il y a aussi les syndicats et les organisations des travailleurs, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les villes. Voici donc ma question. Alors, brièvement, merci beaucoup pour cette question. Je suis d'avis, si on pense en termes de thèmes, donc la question de la terre, justement. Il y a un conflit. Je m'excuse, mais je vais encore donner un exemple du Brésil. Cette situation, justement, de la culture de l'entreprise au Brésil. Quelle est la situation? Ils savent que, justement, le prix en monte. Le prix dans le marché international sont stables. Donc, il y a une marge de bénéfice qui est de moins en moins important. Donc, il y a un conflit entre ce qu'on appelle les producteurs moyens et ces nouvelles forces
qui commencent à pénétrer et acheter des terres de multinationales. Pourquoi il n'y a pas un conflit explicite entre ces deux secteurs? Les secteurs donc involucrés, impliqués dans tout ça, les secteurs donc moyens du monde de l'entreprise. Pourquoi il n'y a pas de conflit? Parce qu'il y a ce mouvement de la frontière de l'agriculture et l'élevage, effectivement. Il y a à chaque fois plus de terres dans le marché de terres au Brésil, pour ainsi dire. Voici la situation. Donc, si on peut donc responsabiliser une partie des acteurs responsables de ces processus, on peut bénéficier justement le processus ou cette impulsion environnementale et aussi on peut bénéficier les producteurs moyens parce qu'ils vont donc gagner en valeur. Mais cette solution n'est pas sur la table parce que généralement, on conçoit le secteur de l'entreprise comme un bloc sans diversité. Effectivement, il y a donc un leader effectivement de ces domaines qui m'a dit que nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous des agriculteurs. Il y a aussi des connexions entre l'agriculture et le secteur immobilier. Mais effectivement, il y a la nécessité d'établir des différences. Il y a des pratiques qui sont criminelles et il y a une autre partie, donc d'autres pratiques qui sont modernes, etc. Il y a aussi donc des ponts qui se sont tissés avec les versants environnementaux et sociaux. Et la question, c'est de savoir pourquoi ils ne se séparent pas de ces autres secteurs qui ont des pratiques donc difficiles. Et donc la réponse était donc pour des raisons politiques. Pour avoir une force politique, il faut qu'on se présente en tant que bloc, sans ces différences internes. Effectivement, vis-à-vis de la société, nous sommes tous des producteurs donc dans l'agriculture et dans l'élevage. Effectivement, justement, si on les qualifie, effectivement, si on accepte cette logique et on les qualifie tous en bloc de agro-entreprises, justement, on ne peut pas donc faire cette différence entre les entreprises qui ont donc des pratiques qui sont questionnables, on peut donc mettre en question, et les autres. En tout cas, c'est difficile d'établir cette différence entre les pratiques qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas dans ce secteur. Et si on passe maintenant à la question de l'emploi, dans ces domaines, je pense qu'il y a deux forces importantes, pour ainsi dire. Une force qui a trait aux leaders politiques des territoires ruraux. Beaucoup de leaders politiques disent le suivant: nous acceptons ces modèles parce qu'il n'y en a pas d'autres. Effectivement, nous sommes conscients que la production est très concentrée. Les moyens de production sont très concentrés, il n'y a pas beaucoup d'emplois, mais ça, c'est meilleur que si on n'avait rien du tout. Mais il faut se dire qu'il y a une autre façon, un autre modèle d'utilisation des ressources naturelles. Et pour cela, il faut donc aborder l'ensemble des sujets que j'ai abordés. Il y a ces liens entre les territoires ruraux et les villes et aussi donc ces relations entre diverses facettes de l'économie, transferts nationaux, etc. Mais justement, toutes ces questions ne sont pas présentes dans l'agenda de travail du développement rural. Il faudrait donc mettre en relation ces plusieurs programmes de travail pour pouvoir aborder toutes ces questions. Je pense qu'il faudrait donc débattre de meilleure façon les diverses modalités d'insertion des personnes dans le modèle productif, dans les modes de production. Effectivement, ça a trait aussi aux stratégies qui touchent aux territoires ruraux, parce qu'effectivement, il y a aussi donc un secteur qui peut continuer à être intensif en termes de travail. Il y a une opportunité, mais pour cela, il faut donc changer cette vision de ce qu'ils peuvent être les territoires ruraux. Et aussi dans la société, il y a l'idée selon laquelle le plus avancé dans les territoires ruraux, ce serait donc justement un champ de soja. Et si on a cette vision de l'agriculture, là, on est dans un chemin sans issue. Il faut changer les mentalités sur ce que peut être un territoire rural. Oui, bonjour, Sophie Jouineau. Une question très brève. Il y a peut-être un acteur des coalitions dont vous n'avez pas beaucoup parlé, ce sont les institutions. Et j'avais une question qui était relative à la vision que vous auriez de la déclaration d'Escazú de l'année dernière, toute récente,
Est-ce que vous pensez que c'est un instrument qui peut être saisi par les secteurs agricoles, tous les acteurs du monde agricole et rural, pour demander aux institutions d'organiser les discussions qui permettront éventuellement de dégager et les visions d'avenir et les politiques à conduire? Oui, comment les institutions et comment les gouvernements, à tous les niveaux du territoire, peuvent se saisir de ces nouveaux instruments pour organiser la mobilisation des acteurs autour d'une discussion unique sur l'ensemble des sujets que vous avez dégagés comme prioritaires pour l'avenir des territoires ruraux. Bueno, yo pienso más o menos lo siguiente. À mon avis, les institutions sont fondamentales. Et c'est pour cela que je fais référence au processus de changement comme processus de création d'institutions qui ont un caractère inclusif. Et si on continue avec la distinction traditionnelle des institutions formelles et non formelles, les espaces donc juridiquement créés et les autres espaces ou d'autres formes d'interaction entre plusieurs acteurs qui ne sont pas donc pour ainsi dire, légal, mais qui structure, il faut tenir compte de ces deux versants dans le cadre d'un même espace. Mais ces changements sont toujours dirigés par des personnes, c'est-à-dire les institutions répondent à une dynamique de force sociale, à mon avis. Et donc, il faut penser à deux moments, pour ainsi dire, deux questions. D'abord, quelles sont les institutions que nous avons? Il y en a qui peuvent nous aider. Il y a donc un cadre de politique environnementale, de politique destinées aux familles, aux technologies, etc. Dans d'autres pays, ces cadres sont très fragiles. Et donc, il est question aussi de changer ces institutions. Mais dans les deux cas, il faut penser, à mon avis, le suivant. Quelle est la coalition de forces sociales qu'il faut mobiliser pour réussir à diriger les institutions, à les faire avancer dans la direction souhaitée. Et donc, je pense que si on pense à différents pays, les situations sont très différentes. Il y a des pays qui sont plus ouverts, plus engagés, pour ainsi dire, avec des institutions inclusives et des institutions qui peuvent nous mener vers la durabilité. Tandis qu'il y a d'autres pays où, malheureusement, justement, il y a cet renforcement de l'exportation des matières premières, etc. Donc, dans certains cas, il sera nécessaire un changement plus radical, plus dur, un changement de direction. Tandis que dans d'autres cas, il s'agit de renforcer déjà un chemin qui a été entamé, une direction prise par certains gouvernements qui avancent déjà par l'avant-voie. Et le plus important, à mon avis, ce serait le suivant. Le type de changement dont on parle, et je sais que je me répète, mais il s'agit d'un changement structurel à long terme. Et ce type de changement ne peuvent pas se faire dans le 4 années d'un mandat politique, mais il faut effectivement peut-être 10-15 ans de l'agenda 2030. Mais en tout cas, il n'y a pas de changement à long terme qui ne commence pas avec un changement à court terme. Et pour les territoires ruraux en Amérique latine, il faut savoir qu'il faut donc se demander quelle forme de coalition interne et quelle forme de coalition internationale vont-on donc tisser pour les prochaines années, pour les prochaines 30-40 années. Et comme ça, donc, il faudra réfléchir à comment produire ces changements. Et les grands problèmes qu'on a dans ces pays, je peux parler pour le Brésil, est-ce qu'on perd de fois la capacité d'y voir clair pour l'avenir. On est en pleine crise politique, crise économique, morale, qui nous oblige à penser à court terme. Effectivement,
effectivement, on disait qu'à long terme, on sera tous morts et donc il faut penser à moyen et à court terme. Eh bien, dans beaucoup de pays de l'Amérique latine, ce qui arrive, c'est le contraire. À court terme, on est tous morts. Donc, il faut penser en termes de moyen terme et long terme. Et c'est une façon de signaler, de mettre sur la table justement cette situation. Au Brésil, le Brésil, c'est un pays qui a vécu une grande croissance justement au XXe siècle, effectivement. Mais en même temps, il y a eu donc cette production d'inégalités. Et actuellement, le Brésil est un pays très inégal, avec beaucoup d'inégalités. Il y a aussi une crise fiscale. Et donc, on perd quelque part la capacité d'imaginer l'avenir. Et pour imaginer l'avenir, on ne peut pas répéter les modèles du passé. Ce n'est pas possible de mobiliser les institutions et les forces sociales si on ne peut pas construire et partager une nouvelle vision d'avenir. L'agenda 2030 et les ODS, ce qui nous permettent, c'est cela justement. Ça nous invite à penser autrement l'avenir. Ce sont des changements structurels. Mais pour cela, d'abord, il faut pouvoir imaginer, concevoir l'avenir. Et après, réfléchir à quelles ressources donc politiques, en termes aussi de force sociale, il faut mettre en place pour orienter ces changements. C'est donc une tâche énorme, mais c'est de cela qu'il s'agit à mon avis.